Bonsoir donc à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux au grand rendez-vous annuel d'Agence HV, qui est donc le 4e du nom, ce soir dans les crins du Palais des Congrès du Cap d'Agde. Donc on est à peu près 300 personnes ce soir, venues de toute la région, de l'Hérault bien sûr, mais il y a aussi Nîmes, Toulouse et d'autres villes de la région. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Sarah Nguyen Kao Kyong, directrice d'Agence HV. On peut l'applaudir. Bonsoir Sarah. Bonsoir Hubert, merci. Bon, je ne le présente plus, mais quand même, Hubert Bialat, journaliste, correspondant des Échos en Occitanie-Est, fondateur d'Agence HV et de la newsletter économique régionale Les Indiscrétions. On remercie également nos partenaires, sans lesquels la soirée ne pourrait pas se dérouler. Donc on a Blue Invest, Inside Cap d'Agde Méditerranée, qui nous avait accueillis lors de la première édition en 2022. On a également la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, le cabinet d'expertise comptable Axilis, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, la ville d'Agde et l'Agglo Hérault-Méditerranée. Et alors bien sûr, je tiens à remercier toute l'équipe d'Agence HV qu'on va voir en photo normalement, voilà, qui est là. On avait quelques mois de moins, mais enfin c'est bien nous, qui porte ce projet depuis 5 ans déjà. Toi-même, Sarah, il y a aussi Amélie Casalet, Vincent Riba, Jules Mestre et aussi Julie Plaza, Valentina Vol et Anuxio qui ne sont pas sur la photo parce qu'elles sont arrivées entre-temps. J'aimerais qu'on les applaudisse parce qu'ils nous aident énormément et sans eux, sans eux, je ne serais pas grand-chose. Formidables, ils sont tous vraiment formidables. Et puis jeunes, je précise, puisque la moyenne d'âge d'Agence HV est de 29 ans, j'ai calculé. On se demande bien qui fait monter l'addition. Donc pendant toute la soirée, n'hésitez pas à commenter, partager, que ce soit sur vos réseaux sociaux. Voilà, vous êtes quand même nos meilleurs ambassadeurs, on compte sur vous. Et donc, est-ce qu'on commence la table ronde ? Très bien. Donc, on ne va pas attendre en effet, on va passer à la première table ronde qui se prénomme Elle Disrupt. Elle Disrupt leur secteur d'activité respective et on les remercie d'être là ce soir pour en parler. Et j'invite à nous rejoindre Elsa Delfieux, qui est directrice générale du groupe d'hôtellerie de plein air Soré. Soré qui veut dire sœur en Languedoc. Elsa, bonsoir. Prenez place. La marque Soré, tout juste créée, regroupe 4 campings à Sérignan, 2 à Bias et 1 à Bessan. Donc c'est une entreprise qui est familiale, qui a été lancée par vos parents il y a 46 ans. Et aujourd'hui, donc, vous employez 30 salariés à l'année, 90 l'été. Vous ciblez 7 millions de chiffres d'affaires cette année. Et vous avez repris du coup les campings avec votre sœur il y a 8 ans. Donc Sophie, qui est également présente ce soir, qui est directrice générale. Et Soré, donc je l'ai dit, signifie sœur, donc c'est voilà, une belle symbolique. En occitan. En occitan, bien sûr. Mathilde Boulachin. Bonsoir Mathilde, vous êtes fondatrice de Chavin. Chavin qui est une marque assez connue, spécialisée dans l'assemblage et le négoce de vin, notamment sans alcool, pas que, mais enfin beaucoup. Donc c'est une PME basée à Béziers qui réalise une grosse partie de son activité à l'export. Vous êtes lancé dans le vin sans alcool lorsque vous êtes tombée enceinte de votre première fille et que vous en aviez un peu marre d'être réduite à boire que du soda dans les soirées, en fait, en gros. Hein, c'est en tout cas ce que vous avez dit dans plusieurs interviews. Chavin, c'est aujourd'hui une vingtaine de salariés. Je crois que vous fêtez les 15 ans de l'entreprise en septembre. Un chiffre d'affaires de 15 millions et demi, 2,5 millions de bouteilles vendues chaque année dans une 60aine de pays. Profil international, donc vous êtes d'ailleurs conseillère au commerce extérieur et ambassadrice Team France Export qui regroupe 200 entreprises françaises pour pousser les PME à l'international, enfin, comme la vôtre. Elles sont là, tu peux les présenter. On invite également à nous rejoindre. En effet, elle vient d'arriver Clélia Oliva, fondatrice de Terratis à Montpellier. Donc, votre PME de 14 salariés est la première entreprise française à combattre les moustiques tigres grâce à la technique de l'insecte stérile. Donc, en clair, vous produisez des moustiques tigres pour lutter contre leur prolifération. Bon, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est une innovation qui est scientifiquement fondée, et vous êtes d'ailleurs scientifique. Vous avez soutenu une thèse sur le sujet à La Réunion, donc là où la technique a été développée. Et vous avez aussi inauguré vos locaux la semaine dernière avec la présence remarquée du préfet de l'Hérault et du maire de Montpellier. On en parle dans les indiscrétions.
Et bonsoir à toutes les trois d'ailleurs, parce que c'est après on vous présente rapidement, parce qu'on est déjà pressé, mais je suis toujours pressé, mais bonsoir. Bonsoir. Et Muriel Fournier, bonsoir Muriel. Vous avez repris alors là, c'est une reprise en l'occurrence. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux reprises et deux créations dans vos profils respectifs. Donc vous, Muriel Fournier, vous avez repris et transformé et fait grandir une PME qui s'appelle Espace Propreté. C'était en 2017, la reprise PME montpelliéraine spécialisée dans le nettoyage de locaux professionnels dans le Grand Montpellier. Qui réalise près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et dans votre secteur, vous avez été la première entreprise à mission. La première entreprise à être reconnue à mission au niveau national. Et dans ce secteur bagarré du nettoyage de bureaux, dans ce secteur des services, vous essayez de faire entendre votre différence. Je vous cite, je recherche des clients qui me ressemblent, qui nous ressemblent, qui parlent la même langue que moi. Je ne suis pas voué à servir tout le monde et ça ne me gêne pas. Enfin, c'est pour qu'on apprenne à vous connaître à travers cette citation, autant être précis. Bonjour mesdames. Donc avec Sarah, on vous propose de vous poser les mêmes questions à vous quatre, enfin des thèmes un peu, que ce soit des mini-débats entre vous et que ce ne soit pas des entretiens en silo qui peuvent être un peu soporifiques. On va essayer de ne pas l'être. Une première question toute bête, c'est l'élément déclencheur de la reprise ou de la création. Quel a été l'élément déclencheur en quelques mots, puisque donc ne cherchez pas à tout dire dès le début puisqu'il y a d'autres questions derrière. Donc l'élément déclencheur. On commence avec vous, Elsa, parce que vous êtes un peu la locale de l'étape quand même. Normalement, il faut juste parler dedans, il n'y a rien à faire. C'est bon. Voilà. Bonsoir à tous. L'élément déclencheur, c'était une évidence d'entreprendre parce qu'on a une famille d'entrepreneurs et qui nous ont toujours un petit peu poussé dans cette voie. Reprendre les entreprises familiales, en revanche, c'était pas du tout une évidence. On n'a pas grandi avec des parents qui nous ont dit en permanence il faut reprendre, il faut reprendre. Et la question s'est posée, c'était en 2014 si je me souviens bien. Nos parents nous ont dit voilà, nous on envisage aussi la suite, donc on vous laisse 5 ans avec ta sœur pour réfléchir si vous souhaitez reprendre les entreprises ou alors peut-être qu'on peut tout vendre et essayer aussi de vous accompagner sur un nouveau projet. Donc on a pris le temps de la réflexion. Moi j'étais en Chine, je vivais en Chine à ce moment-là. J'ai décidé du coup de monter ma boîte en Chine à ce moment-là. Ma sœur, elle était en poste à Paris chez Havas et on était toutes les deux assez établies dans nos vies respectives. On a pris le temps de la réflexion. Et en fait, on s'est dit C'est-à-dire que c'était un vrai choix quand même. Oui, c'était un vrai choix. Ce qui était appréciable, c'est qu'à ce moment-là, moi j'avais 24-25 ans quand mes parents nous ont proposé ça. Et c'est vrai que on a regardé, on en a discuté beaucoup avec ma sœur, on a essayé de regarder un petit peu les perspectives, qu'est-ce qu'on allait pouvoir transformer, parce que c'était pas forcément très challenging d'avoir juste une reprise sans pas forcément pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc on s'est vraiment posé et on s'est dit que c'était peut-être le bon moment, moi pour rentrer en France et pour revenir du coup dans le sud. Mais c'était un vrai choix de vie aussi que de redéménager. Parce que vous avez identifié, il y a plein de choses à se transformer. Enfin, évidemment, c'est un secteur qui est confronté à des défis, on en parlera tout à l'heure, mais un secteur prometteur aussi. C'est un secteur prometteur, porteur, on a beaucoup de chance. L'hôtellerie de plein air, oui. Voilà. Et c'est un secteur qui, on a beaucoup de chance, fonctionne bien. Il y a 2 Français sur 3 qui partent en vacances aujourd'hui en camping. Enfin, c'est des chiffres qui sont prometteurs pour l'avenir. Le Covid, même si l'année du Covid a été difficile, ça s'est très bien passé ensuite parce que il y a beaucoup de gens qui ont découvert aussi le camping. Donc c'est vrai qu'il y a des belles années. Depuis les années 2000, je crois que le chiffre de l'hôtellerie de plein air, ça a triplé, je crois, le chiffre d'affaires depuis les années 2000. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait plein de choses à faire, plein de choses à développer. On a mis du coup un petit peu plus le nez dans les entreprises à ce moment-là. Et on s'est dit qu'effectivement, il y avait un bel avenir qui nous attendait. Mathilde, la même question. Alors, moi, j'ai été expatriée pendant un certain nombre d'années en Suède. C'était la seule et unique moment de ma vie où j'étais salariée. Et quelque part, il y avait quelque chose de vibrant en moi, comme un instinct, où je savais que j'avais l'ADN pour entreprendre, pour bâtir, pour faire quelque chose. Alors, je suis revenue en France et puis je me suis dit, je vais créer un négoce de vin. Alors, évidemment, personne ne m'attendait dans cet univers.
J'ai pas de foncier, 3 générations derrière, un château amorti. Donc, eh bien, de là, de se dire comment je vais faire pour disrupter, pour créer l'art de la différence, eh bien, je me suis tournée vers l'innovation très très vite. Et j'ai essayé de dépoussiérer les codes du vin. Et comme vous l'avez dit en préambule, eh bien, je suis tombée enceinte. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est enceinte pendant 9 mois? Champenoise que je suis, sans alcool, ça va être compliqué. Eh bien, de là est venue l'idée de créer quelque chose d'un petit peu innovant, voire très innovant il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus dans l'air du temps. Je ne me rappelle plus, à l'époque, c'était très innovant, c'était vraiment un marché de niche. Exactement, c'est alors niche, voire inexistant. Et là, il a fallu tout faire, R&D, partir à la conquête de l'international. Et 15 ans plus tard, eh bien, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de presque 3 millions de bouteilles de sans-alcool vendues. Et je pense que mon instinct de me dire qu'est-ce qui était déclencheur, à savoir cette envie d'entreprendre, de bâtir, eh bien, il est toujours là. Et c'est ce qui fait pousser le toujours plus loin et les frontières. Et je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Merci. Clélia Oliva, après votre thèse, je crois que vous aviez soutenu à La Réunion, comme l'a rappelé Sarah. Oui, voilà, pourquoi vous n'êtes pas resté dans le domaine de la recherche en tant que salarié, ce que vous auriez pu faire, et que vous avez pourquoi vous avez tenté l'aventure entrepreneuriale, pourquoi rentrer dans cette galère, en quelque sorte, quoi. Oui, après ma thèse, donc finie en 2012, j'ai continué dans la recherche, mais pas en tant que fonctionnaire public, parce qu'on a 2 possibilités. Enfin, souvent, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'être fonctionnaire public en recherche. Donc la plupart, on est plutôt sur des contrats un peu précaires, mais moi, ça m'a permis, c'était volontaire aussi, d'aller à l'étranger. Et ce qui motive à faire la recherche, souvent, c'est parce qu'on a envie de faire quelque chose d'utile, d'avoir de l'impact. Et au bout d'un moment, moi, je trouvais que ma recherche ne pouvait plus donner de l'impact si je n'allais pas plus loin. J'avais travaillé sur cette solution, la technique insecte stérile, ça marchait, et il fallait que quelqu'un aille plus loin. Et donc, voilà, personne ne veut le faire, mais moi, j'y vais. Tout le monde me dit, t'es sûre que t'es pas trop folle, mais on tente quand même. Et non, il y avait cette envie de rendre toute cette recherche utile. Donc, c'est vraiment cette motivation de faire quelque chose d'utile, d'avoir un vrai impact. Et donc de mettre toute sa force et de rassembler toute l'énergie de soi et de notre réseau, de l'écosystème pour arriver là. Ça a été créé quand? En janvier 2024. Oui, c'est tout récent. 1 an et demi. Oui, c'est ça. Muriel, c'est un peu moins récent, c'était en 2017, je crois, la reprise. Là aussi, l'élément déclencheur? J'ai été licenciée. Licenciement économique 2016, je travaillais dans un groupe industriel qui fabriquait de la menuiserie. Donc voilà, reconversion obligatoire. Quand on est une femme de plus de 35 ans, sans enfants, et qu'on brigue un poste à responsabilité, beaucoup de portes se ferment. Et donc je me suis dit, plutôt que de gérer les galères des autres, je vais gérer les miennes. Donc là, 2 choix, reprise ou création. Quand on est créateur d'entreprise, il faut être un super commercial. Et ça ne sert à rien d'être un bon manager. C'est dommage parce que moi je suis un très bon manager et je suis nulle au niveau commercial. Donc c'est là que la reprise d'entreprise du coup a fait sens, parce que sur une reprise d'entreprise il y a déjà un vivier, un portefeuille client, donc il faut être plutôt éleveur que chasseur de clients, ce que je sais mieux faire, et aussi il faut avoir des compétences managériales, donc voilà, ça collait plus à mon profil. Parfait, merci. On va aborder peut-être l'actualité, les projets de vos PME. Je me tourne d'abord vers vous, Elsa Delcieux. Comment évolue l'hôtellerie de plein air? Très bien. Comment s'annonce la saison, puisqu'on est le 2 juillet, donc Voilà, c'est plutôt positif. Ouais. On a l'hôtellerie de plein air connaît des belles années, on va pas se le cacher. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que le Covid a un petit peu bousculé tout un tas d'entreprises. Et pour l'hôtellerie de plein air, on avait la distanciation sociale qui permettait aux gens de partir dans des conditions un peu plus agréables. Donc en fait, on a beaucoup de clients qui ont commencé à découvrir le camping.
et beaucoup de Français qui du coup ont commencé à un petit peu plus venir chez nous. Alors ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est très porteur, mais ce qui est vrai, c'est que tous les indépendants se mettent à vendre leur camping depuis déjà quelques temps. Donc on est un peu entouré de groupes essentiellement. Ça devient rare d'être indépendant. C'est pour ça qu'avec ma sœur, on a décidé de créer notre marque Ombrelle, qui est plus une marque Ombrelle finalement qu'un groupe, qui permettait de rassembler nos 3 entités, maintenant 4, qu'on va intégrer aussi au groupe. Et c'était surtout plus qu'un groupe, là où, comme dans l'hôtellerie traditionnelle, je suis sûre que certains d'entre vous n'ont pas forcément envie toujours d'aller dans un accord où ils ne cherchent pas un peu plus la niche. Nous, on s'est dit qu'on allait faire pareil et qu'on allait un petit peu créer des boutiques camping et qu'on allait recréer la proximité avec le client face à tous ces groupes qui, eux, font un peu de mass market. Vous investissez dans quoi? Par exemple, les investissements se font plutôt l'hiver, j'imagine? Enfin, oui. L'automne, l'hiver. Oui. Par exemple, là, vous avez investi dans quoi cet hiver? Alors, et quelle somme et voilà. Ouais. Cet hiver, ça a été un gros hiver d'investissement pour nous, parce qu'on a supprimé un tour opérateur qui avait 25 mobil-homes chez nous, et on a refait entièrement un quartier d'un de nos campings, donc qui représente 32 hébergements. Et c'est vrai que quand on refait un quartier dans un camping, souvent il faut aller dans le fond des choses. Donc c'était pour ce projet, on a été accompagné par la Dupuis de Parseval, je les cite parce qu'ils sont là ce soir. Et ils nous ont accompagnés, ils nous ont fait confiance, mais c'est vrai que c'était un projet par exemple sur un seul camping à 1,6 million. Donc il faut le voir sur du long terme, mais on voit que c'est aussi la montée en gamme, etc., que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc on est allé aussi de manière assez confiante. Et la transition climatique, énergétique, les renouvellements de réseaux, les économies d'eau. Je dis ça parce que je suis en train de faire un sujet là-dessus pour les échos sur la 50aine de campings d'Argelès. Et puis il y en a aucun qui veut me répondre. Donc là, vous, je dirais que vous êtes à Argelès dans l'Arctique, mais vous faites quelque chose. Enfin, vous investissez, j'imagine, là-dedans. Bien sûr. C'est un vrai sujet, et pour être totalement transparente avec vous, c'est un sujet, nous, avec ma sœur, qui nous concerne et qui nous touche. Peut-être parce qu'on n'est pas peut-être de la vieille génération des propriétaires de camping qui peuvent être peut-être un peu plus sceptiques sur certains sujets. Et c'est vrai que c'est pas facile de transformer son entreprise aussi quand elle est établie et de tout remuer pour répondre aux problématiques d'aujourd'hui. Mais c'est des vrais sujets. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on doit rendre des comptes, notamment sur la commune de Vias, où on est la majorité, il y a quand même 34 campings sur la commune de Vias, donc c'est énorme, et on est quasiment tous sur la Napastienne, qui est en train de se vider, donc c'est des vrais sujets. Voilà, les institutions sont un petit peu en train de nous rationner l'eau, donc évidemment ça fait grincer des dents, c'est évident, donc c'est des gros investissements qu'on fait chaque année pour essayer de réduire notre consommation. Et des projets de croissance externe, peut-être Oui, on y travaille. Si vous avez créé cette marque Soré, pardon, c'est pas que pour faire joli, quoi. Absolument. Alors, la création de cette marque, c'était vraiment essayer de créer une marque de qualité pour regrouper nos établissements. On a un camping qui est rentré dans notre groupe cet hiver. Et on a l'ambition de se développer dans l'hôtellerie traditionnelle. Donc voilà, on travaille sur un projet depuis quelques temps et on espère que ça va se concrétiser. Mathilde Boulachin, pareil. En fait, c'est vraiment la séquence sur votre actualité, vos projets en quelques mots là-dessus, les projets sur. Alors, je sais qu'il y a eu l'inauguration de votre siège social. Bon, ça commence à dater un peu. C'était en juin 2024 sur Béziers, un territoire auquel vous êtes assez attaché quand même si vous n'êtes pas originaire de là. Non. Et aujourd'hui et demain donc. Alors, demain, on a parlé un petit peu d'international. Aujourd'hui, on est dans une 60aine de pays. On a vu un article des Échos, on a franchi des gros territoires comme les États-Unis. Donc, nos ambitions, c'est déjà de consolider les endroits où on a pénétré, les places fortes, et puis continuer de rayonner à l'échelle internationale, mais pas que. On était très fort à l'étranger, avec 93% de notre chiffre d'affaires réalisé à l'export. Et on se dit que la France, il fallait aussi l'attaquer. Alors, elle est arrivée un petit peu plus tardivement sur le sans-alcool pour des questions culturelles, mais pas que.
Aujourd'hui, on a beaucoup avancé, mais on a tout à y faire encore. Donc on a réussi des jolis listings, par exemple localement, restaurant étoilé chez Gilles Goujon, mais également à Paris, la Grande Épicerie, Galerie Lafayette et autres. Du coup, les projets, c'est de continuer l'internationalisation, pas de croissance externe, mais on est une vingtaine de collaborateurs, c'est brique par brique. Donc il y a 15 ans, il n'y avait personne, j'étais seule à bord. Et aujourd'hui, il faut continuer de faire, d'accompagner. C'est une catégorie en pleine création, hein, donc ça veut dire beaucoup de pédagogie. Et une fois qu'on a ouvert les portes, il faut pouvoir former et constituer un gros marketing et une force de frappe locale. Alors déjà, en France, c'est compliqué, mais vous imaginez à l'étranger, donc ça représente pour nous des enjeux qui sont assez colossaux. Et dans l'actualité aussi, Mathilde, il y a eu un observatoire sur la tendance des vins sans alcool, présenté fin 2024, donc juste avant les fêtes de fin d'année et le Dry January, donc c'est assez malin. Qu'est-ce que vient raconter cet observatoire? Quelles sont les tendances en 2-3 chiffres clés? Alors, déjà, pour résumer, il existait très peu d'études quantitatives et pas qualitatives à l'échelle française. Donc, j'ai commandité une étude chez CSA pour comprendre qui boit des vins sans alcool en France et qui planifiait de faire le Dry January, donc en janvier 2025. Et la surprise a été de réaliser qu'en fait, c'est pas nécessairement des abstinents qui boivent du vin sans alcool, mais véritablement plutôt des femmes moins de 45 ans, urbaines, CSP+, mais de manière très intéressante, elles sont aussi consommatrices d'alcool et de vin, et elles aiment le vin, et elles sont habituées au vin, mais elles viennent modérer leur consommation. Donc moi, je ne suis pas là pour prendre les parts de marché du vin, mais véritablement pour accompagner ce changement, qui est un changement qui est une lame de fond, hein, de décroissance, et pas qu'à l'échelle française, mais à l'échelle internationale également. Accompagner ce changement de conso, tout simplement en apportant une alternative naturelle autre qu'un Coca-Cola. Et le vin sans alcool, c'est une catégorie nouvelle en termes d'export. Vous disiez que vous faites beaucoup d'exports. Je ne sais pas ce que ça représente en pourcentage dans votre chiffre d'affaires. Alors, 93%. Ouais. Donc, ça suppose de faire du lobbying aussi au niveau des douanes, quoi, puisque c'est une catégorie nouvelle. Il a fallu tout créer, les codes douaniers, rien n'existait, et on est toujours en train de faire du lobbying parce que parfois on est assimilé. Quand ça arrange, on est considéré comme des vins, et quand ça n'arrange pas, on arrive dans une catégorie réglementaire qui est l'agroalimentaire. Donc en fonction des endroits où on pousse les portes. Et puis, oui, tous les jours, il y a des enjeux de lobbying, et plus les marchés finaux, je pense notamment au Japon, où on est assez omniprésent, c'est notre marché historique depuis 14 ans. Là, il y a toujours des petites contraintes douanières assez fortes. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que plus on repousse les limites, et plus on apprend. Et ça a été des enjeux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un niveau qualitatif et une connaissance réglementaire telle que plus rien nous fait peur. Et pas de levée de fonds pour Chavin. Pourquoi ce choix stratégique, alors que vous devez être sollicité, je suppose, par des investisseurs? Alors, historiquement, quand vous êtes créateur, une création ex nihilo, j'ai créé la société avec 5 000 € en poche il y a 15 ans. Au départ, il faut, surtout dans un univers qui est disruptif, alors c'est plus de la conviction qu'il faut avoir, mais déjà on vous prend pour quelqu'un de considéré d'exotique, voire une certaine folie. Donc lever des fonds à l'époque et d'œuvrer dans de la dilution parfaite, c'était pas trop ce que j'avais en tête. Et puis pour moi, une société, c'est un peu une gestion. En tout cas, mon mode managérial est d'être un petit peu comme un père de famille, à savoir de monter graduellement, de faire ses preuves, et puis après d'envisager d'ouvrir les chakras. Aujourd'hui, les choses se sont un peu inversées. C'est effectivement des fonds en passant par des investisseurs, voire des poules bancaires qui tapent à la porte. Et c'est top, ça veut dire que ça a marché et que le succès est là.
Et surtout, ça veut dire que les agrégats financiers tiennent la route. Mais pour moi, c'est comme un mariage. Et un mariage, il faut qu'il y ait une vraie symbiose des compétences. Donc, tant qu'il n'y a pas la symbiose des compétences, je pense qu'il y a plus d'idées dans ce bas monde. Il y a plus d'argent, dans ce bas monde que d'idées. Donc, on attend de trouver une belle symbiose. Pour l'instant, vous faites une croissance, seul. Voilà, avec des banques aussi quand même qui vous aident, mais sans investisseurs au capital. C'est ça, capitalistiquement libre. Merci Mathilde. Et sur Clélia Oliva, vous avez pour Terratis un premier semestre très très riche. Je crois qu'il y a eu trois infos en fait, mais je ne vais pas les dire parce que sinon il y a la réponse dans la question. Donc vous pouvez rappeler simplement ces 3 actus fortes quand même qui clôturent ce premier semestre 2025, qui marque vraiment le démarrage là, de Terratis. Oui, c'est ça. Donc Terratis a été créé en janvier 2024 après une année de mise en place et de recherche des financements nécessaires. Nous, sans investisseurs, on n'allait pas très loin parce que Terratis c'est un projet industriel et on ne peut pas passer de rien à une usine. Donc, première étape, c'était ce que nous avons annoncé au printemps, c'est la levée de fonds de 1 million d'euros qui nous a permis d'aller chercher d'autres financements auprès des banques également, qui nous suivent beaucoup, et de BPI France. On a notre local pilote de 200 mètres carrés que vous voyez un peu passer en photo et qui nous permet de faire un élevage semi-industrialisé de moustiques. Donc on est les seuls à faire ça et surtout à le robotiser. C'est la clé pour nous pour aller plus loin parce qu'il nous faut pouvoir produire avec une meilleure productivité pour envisager un projet industriel. Pour envisager un projet industriel, il nous faudra pouvoir mettre en place une prochaine levée de fonds et celle-ci, on pourra l'obtenir si on a validé notre marché. Donc cette année, on a communiqué aussi sur notre premier client, qui est donc la ville de Brive-la-Gaillarde, et on a signé très récemment avec la ville de Montpellier également pour cette année. Donc quand on travaille sur le moustique, on a une saison assez claire. Donc c'est celle du moustique. Donc nous on a démarré avec Brive-la-Gaillarde en fin avril et on continue à faire des lâchers chez eux sur un quartier chaque semaine. Peut-être Clélia, est-ce que vous pouvez rappeler à la salle en quoi ça consiste le lâcher de moustiques et en quoi un lâcher de moustiques ça va permettre d'avoir moins de moustiques en 2 mots parce que je pense qu'il y a c'est ça. Peut-être tout le monde a compris mais pas sûr en fait. Donc, pourquoi on lâche des moustiques pour les diminuer? Donc, il y a 2 choses à savoir chez le moustique tigre en particulier. C'est qu'il n'y a que les femelles qui piquent, donc qui apportent nuisances et risques de transmission de maladies, dont la dengue, le chikungunya, le Zika. Et ces femelles, elles ne s'accouplent qu'une seule fois dans leur vie. Mais cet accouplement va leur permettre de pondre chaque semaine une 60aine d'œufs. Et c'est pour ça qu'en été, ces œufs se transforment en adultes en 1 semaine. Donc, voilà, une belle prolifération en vue. Donc quand on relâche en surnombre et de façon répétée des mâles stérilisés, on fait en sorte que le premier accouplement de ces femelles soit fait avec nos mâles. Et donc elles vont pondre uniquement des œufs vides toute leur vie et on va pouvoir très facilement, très mathématiquement en fait, arrêter leur prolifération. Dans quelle proportion ? Alors sur une première année d'intervention, on vise jusqu'à 60% de réduction de la viabilité des œufs. Et la deuxième année, on arrive à 90% et les années suivantes, c'est du maintien. Mais vous l'aviez rappelé peut-être, excusez-moi, je faisais une autre chose, c'est pas bien. Vous l'aviez rappelé, les moustiques tigres mâles ne piquent pas. Ne piquent pas. Mais ça, vous l'aviez dit. Oui, c'est très important. Donc, les mâles ne piquent pas, c'est pas une nuisance. Voilà. Mais on a besoin d'en relâcher en surnombre, d'où la nécessité de produire massivement. Et la troisième actu, donc, c'était l'inauguration, mais vous en avez parlé de cette nouvelle usine, mais qui est une première étape. C'est notre site pilote, c'est là où on teste la future industrialisation de nos procédés de production. Et on a eu la chance, effectivement, de pouvoir l'inaugurer avec monsieur le préfet, monsieur le maire et une représentante de la région. Donc, qui marque vraiment l'accompagnement de tout l'écosystème et sans lequel on n'aurait pas pu en arriver là. Et les collectivités qui serrent les vis quand même au niveau de leur budget investissent quand même dans ce type de solution. Enfin, visiblement oui, à Brive, il y a Montpellier, quartier Malbosc, on peut le dire, qui va tester ça. Il y a quand même un intérêt, je veux dire. Il y a un fort intérêt parce que les collectivités sont très sollicitées par leurs citoyens pour faire des actions contre le moustique tigre.
que notre solution, c'est la seule qui fonctionne à grande échelle, donc qui permet à une mairie de dire j'investis, mais ça bénéficie à un grand nombre, pas juste à 4 maisons autour d'un piège, par exemple. Donc c'est vraiment la seule solution qui leur permet d'avoir une efficacité à grande échelle. Clairement, le contexte récent au niveau financier n'a pas été facile. Quand nos clients sont des collectivités, c'est des défis supplémentaires. Merci, c'est très intéressant vos témoignages, merci beaucoup. Muriel Fournier, peut-être un mot sur l'actualité, pareil, enfin les projets d'espace propreté. Alors, Espace Propreté donc, est société à mission depuis 2022. Peut-être que j'ai besoin que je rappelle ce qu'est la société à mission. C'est un statut d'entreprise, enfin c'est une mention sur dans les statuts de l'entreprise qui existe depuis 2020 et qui permet d'insérer en dur dans les statuts, donc c'est notre ADN, une raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux. Donc on est les premiers de France dans la propreté à avoir choisi en fait cette qualité de société à mission, sachant que tout domaine confondu, il y a environ 2000 entreprises aujourd'hui. Des grandes boîtes qu'on connaît tous, ça peut être La Poste, le groupe Crédit Mutuel par exemple, il y a aussi Botanique, une branche de Decathlon, enfin voilà, donc il y a Danone, voilà, c'est des entreprises comme ça. Et donc nous, l'actu sur cette année notamment, c'est on progresse encore sur la société à mission. Et donc on fait un gros travail avec nos parties prenantes pour intégrer un maximum de nos parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise, et notamment avec un axe précis qui est de mobiliser nos clients sur le fait d'accepter que nos agents interviennent en journée pendant les heures de travail de leurs propres salariés. Il y a différents... Enfin, c'est un vrai défi aujourd'hui parce que c'est un problème culturel, je trouve, en France, puisque dans les pays du Nord, c'est convenu que l'agent d'entretien intervient pendant les heures de travail des gens. Et en France, c'est pas très bien... aujourd'hui, c'est pas très bien vécu. Alors, c'est pas bien vécu, mais malheureusement... Enfin, c'est dommage, parce qu'en réalité, c'est un vrai plus pour tout le monde. Déjà, c'est un vrai plus en termes d'inclusion et de permettre à des personnes qui ont des emplois qui sont parmi les emplois les plus difficiles, puisque c'est des emplois que personne ne veut faire aujourd'hui, d'avoir un équilibre vie pro, vie perso qui soit respecté. Mais aussi, ça permet d'avoir en général une meilleure qualité de prestation pour nos clients, puisque l'agent d'entretien qui est connu par notre client, en fait, il est partie intégrante du fonctionnement de l'entreprise. Et donc, du coup, c'est pas vulgairement la femme de ménage, la personne invisible qui va nettoyer après moi et donc qui n'existe pas, enfin qui est une espèce de bonne fée, mais que personne ne voit en fait. Et le fait que l'agent ou l'agente d'entretien soit connu de nos clients fait qu'en réalité, il y a une symbiose qui se met en place et qu'il y a une satisfaction accrue des clients sur la qualité des prestations. Et inversement, on a des salariés beaucoup plus fidèles quand ils connaissent les clients chez qui, quand ils les connaissent humainement. Enfin, il y a un lien humain en fait qui se fait naturellement. Et je vous avais cité en vous présentant tout à l'heure, quand vous êtes monté sur scène, sur le fait que vous choisissez aussi vos clients. Vous avez de la chance. Non, je plaisante. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer dans ce métier quand même, des métiers de la propreté où on ne va pas se mentir. Peut-être que certains de vos salariés, il y a des clients qui leur parlent pas très bien, quoi. Ça doit arriver, j'imagine. Vous pouvez raconter ça et la conviction que vous avez là-dessus pour les défendre? Alors en fait, en effet, comme c'est un métier qui paraît pas être important et qui paraît être un sous-métier, c'est comme ça souvent que c'est vécu. Juste petite aparté, aujourd'hui dans les métiers de la propreté, on forme des gens du CAP au bac plus 5. Et donc il y a des écoles de nettoyage, on a des alternants dans les écoles de propreté qui vont jusqu'au bac plus 5 et qui sortent avec des doubles diplômes propreté et hydrac. Donc il y a vraiment des niveaux de compétences qui peuvent être très très bons. Cependant, dans l'œil de certains de nos clients, ça reste une personne de seconde zone. Et malheureusement, parfois certains se permettent d'avoir des comportements qui sont déplacés. Alors, soit déplacés en l'absence de nos clients, c'est-à-dire...
sans rentrer dans les détails sordides, mais des fois l'état des sanitaires est juste totalement inadmissible. On voit que les personnes n'ont absolument pas respecté le fait que quelqu'un allait venir nettoyer derrière. Ou bien carrément le fait d'interpeller nos agents, de soupçonner qu'ils sont voleurs, des fois de réclamer d'avoir auprès de moi d'avoir un agent d'entretien de telle ou telle couleur de peau, de me demander que ça soit plutôt une femme, de me poser des questions sur la taille du voile présupposé ou de la religion de nos agents d'entretien. Donc très clairement, moi quand il y a ce genre de comportement, je romps le contrat en fait. Parce qu'en fait, alors, il y a des choses, ça peut être éducatif, c'est-à-dire que le client qui systématiquement mange dans son bureau et n'a rien à faire du fait que c'est pas l'endroit où il faut manger, que du coup ça va nous donner plus de travail, bon là c'est plutôt de l'éducation. Mais par contre, les personnes qui ont typiquement des comportements disproportionnés, j'en ai un il n'y a pas longtemps qui a fait la leçon à une de mes salariées pour savoir si elle était voilée ou pas en dehors du travail. Ouais, ok. On voit le... Très bien, dans ces cas-là... J'ai pas du tout envie de travailler avec ces gens-là, en fait. Vous changez de crèmerie, ok. Merci. Merci Muriel. Ouais. L'actualité aussi nous sort parfois de nos rails, et c'est ce qui vous est arrivé, Muriel Fournier. On vous a diagnostiqué en effet un cancer du sein en octobre 2023, donc vous acceptez d'en parler ce soir. Merci pour ça. Comment on gère une PME que l'on porte finalement à bout de bras, avec un traitement médical lourd à suivre? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette année 2024 particulière? Ouais, année 2024 sportive. Et ben en fait, à un moment donné, pas le choix, j'ai dû lâcher prise parce que les traitements étaient beaucoup trop lourds. Donc, octobre 2023, on me diagnostique un cancer du sein. Et j'ai pas de chance, en plus, je tombe sur le plus grave des cancers du sein, ce qui fait que j'ai droit à la chimiothérapie, toute catégorie, enfin, la plus sportive. Et puis, les médecins me disent, vous avez de la chance, vous allez bien, on va pouvoir y aller à fond. Merci. Super. Donc je sais que mon arrêt maladie démarrera mi-décembre parce que c'est la date à laquelle l'opération allait être faite et puis ensuite l'ensemble des traitements. Donc je sais que j'ai 1 mois et demi, 2 mois pour organiser Espace Propreté. La réunion de crise avec les équipes administratives. Et là je dis merci la société à mission. Parce que le fait qu'on ait une gouvernance co-construite dans l'entreprise, et ben en réalité, ça a permis en 1 mois et demi de pouvoir organiser plein de choses. Comment concrètement? On a fait un truc tout bête, un tableau qui s'appelle Qui fait quoi? Et on a listé sous forme de phrases. Typiquement, c'était envoyer un mail, envoyer des factures par mail aux clients. Donc, c'est moi qui le fais d'habitude. Qui va le faire à ma place? Et quand qui 1 est en vacances, qui 2 le fait? Et on a listé comme ça toutes mes tâches. En fait. Alors ça a été des séances très très émouvantes parce que parfois certains de mes salariés sont sortis pleurer parce qu'ils avaient l'impression de venir prendre certaines de mes tâches alors qu'en réalité c'était juste me soulager. Et puis ensuite je suis partie en arrêt maladie pendant 9 mois. On ne peut pas quitter complètement une entreprise pendant 9 mois, donc sur le papier j'étais en arrêt maladie. Mais dans la vraie vie, j'avais quand même la charge mentale de l'entreprise, même si j'étais pas dans l'action, j'étais pas physiquement au travail. Mon téléphone continuait de sonner. Et il a fallu mettre en place plein de stratégies pour pouvoir faire continuer à tourner les choses. Et, par exemple, vous aviez demandé je crois, à vos équipes de mentir à vos clients en disant que vous étiez en formation. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que, au-delà de l'anecdote, ça en dit long sur ce sujet de la santé des dirigeants et comment communiquer à l'extérieur. Alors, je leur ai pas donné l'ordre de mentir. C'était pas le propos. Mais très vite, il y a les premiers clients qui ont commencé à appeler. C'est moi qui fais toute la partie commerciale de l'entreprise. Et dans le qui fait quoi, le choix a été fait de dire on ne fait plus de commercial pendant les 9 mois. Et de commercial dans le sens prospection de nouveaux clients, vraiment d'aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas. On a rentré quelques contrats de personnes avec qui j'étais déjà en échange avant ou de clients qui nous ont renouvelé leur confiance pour d'autres locaux. Donc du coup une perte de chiffre d'affaires. Et l'objectif des équipes, c'était, je leur ai dit, vous vous débrouillez, vous ne devez pas perdre de clients. Votre objectif là, en gros, la Sécu et la prévoyance, elles payaient ma rémunération. Donc si vous voulez que la vôtre, elle tombe, il faut que vous fassiez tourner la boîte en fait.
Et c'est là que dans certaines stratégies, certains de mes salariés ont menti aux clients. Enfin, ils ont expliqué que je n'étais pas disponible, et quand juste Muriel n'est pas disponible ne suffisait pas, il a fallu raconter des histoires. Donc j'ai eu plusieurs fois le Covid. J'ai été beaucoup en formation, j'ai été en séminaire. Enfin, ils ont meublé comme ils pouvaient pour essayer d'expliquer, et personne ne se sentait légitime à dire le mot cancer à nos clients si ce n'était pas moi. Et moi, j'avoue que par pudeur, c'était très compliqué en fait. On ne s'imagine pas dire à un citoyen, rien que d'en parler, je sens l'émotion qui monte. Alors, ça fait déjà maintenant un peu plus d'un an. Non, mais c'est normal, on comprend bien sûr. C'est très compliqué en fait d'exprimer à un client, de dire écoutez, là pendant quelques temps, je ne sais pas comment on va s'occuper de vous, mais mon équipe est là, ils vont s'occuper de vous, promis. Mais moi, je ne serai pas là. Et vous avez un projet, puisque vous avez toujours des idées, ça n'arrête pas, Muriel, de créer un espace de dialogue là-dessus avec d'autres chefs d'entreprise à qui malheureusement ce type de mauvaise nouvelle arrive, pour libérer la parole. C'est ça, puisque finalement dans l'un de vos contacts, l'un de vos clients à qui vous vouliez pas trop le dévoiler, comme vous disiez, finalement il lui était arrivé la même chose, quoi. Il vous l'a dit après coup, quoi. Oui, en fait, alors déjà, il y a eu quelques clients dont j'étais plus proche qui l'ont su. Donc, il y a eu quelques chefs d'entreprise qui ont été au courant. Et là, ou même dans les réseaux professionnels, où j'en ai un peu parlé à certaines personnes. Et parce que j'avais énormément de questions. On en parle à son banquier ou pas quand on apprend qu'on a un cancer ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que si j'en parle à mon banquier, il va continuer d'accepter de financer mon entreprise ? Est-ce que j'en parle à mon expert comptable ? Est-ce que j'en parle ? À qui j'en parle ? Qui va pouvoir m'aider ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? À quoi j'ai droit ? Enfin, il y a milliards de questions. Et quand on s'adresse à la Ligue contre le cancer, ils ont plein de trucs géniaux pour les mères de famille, pour les gens qui ont des animaux domestiques, mais pour les chefs d'entreprise, ils n'ont rien. Enfin, c'est même pas... Ils me disent, vous êtes en arrêt maladie. Ok, mais j'ai quand même une boîte et elle tourne, et c'est pas comme si j'étais salariée. Et donc il y a eu un moment donné où j'étais sortie des chimios difficiles et j'arrivais un peu plus à en parler, et donc j'en ai parlé avec certains clients. Et là, j'ai eu une espèce de vague d'appels de gens qui m'appelaient pour me dire en fait Muriel, moi aussi ça m'est arrivé. Et quand les personnes me racontaient leur parcours, j'ai réalisé que c'est des personnes avec qui j'étais en contact au moment où elles ont vécu ces choses-là, et qu'en fait, dans le monde magique de l'entrepreneuriat, on ne dit pas. On ne dit pas qu'en ce moment, on est en chimiothérapie, on ne dit pas qu'en ce moment, on est en plein traitement. Et en fait, il y a une espèce d'omerta où on doit tous dire que tout est positif. Et donc, voilà, et je suis atterrée par ça, en fait. Certains ne se sont pas payés, certains ont planté leur boîte. Certains se sont retrouvés dans des situations financières très complexes, et aussi avec le fait de devoir trouver des excuses rocambolesques sur le fait de cette année on a fait une moins bonne année, mais juste parce que le chef d'entreprise n'était pas dans sa boîte, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas par quel moyen, je commence autour de moi à en discuter avec ceux et celles qui ont osé se confier mais qui ne le font pas publiquement pour l'instant. Et je commence à échanger avec eux en leur disant, mais en fait, vous, de quoi vous auriez eu besoin au moment où vous avez appris la maladie ? Voilà, moi, de quoi j'aurais besoin ? Moi, j'aurais besoin d'échanger avec des pairs sur est-ce que j'en parle avec mon banquier, des questions bêtes, des questions pratico-pratiques, mais peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, je commence tout doucement à échanger sur ça. Et je le fais doucement parce qu'il faut aussi que je prenne soin de moi, parce que jusqu'il y a quelques semaines, j'étais encore à temps partiel thérapeutique, puisque oui, on y a droit chez les chefs d'entreprise. Et que du coup, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus la même capacité de travail que j'avais il y a 2 ans, quoi. Et comment vous allez du coup aujourd'hui ? Là, vous venez d'en parler un petit peu, mais concrètement, comment vous allez aujourd'hui au niveau de la santé, je veux dire ? Alors aujourd'hui, j'ai la chance que tous les voyants sont au vert. Il n'y a plus rien. J'ai gagné. Yes. Merci. Pardon. Merci.
Et ben voilà, ça va mieux, on va dire. Ça voilà. va mieux. Et surtout, Ouais. Espace Propreté a fini sur 1 million d'euros. On a fait juste 50 000 euros de bénéfices en moins l'année dernière. Pardon, pas de bénéfices. De chiffre d'affaires en moins. Ouais. J'aimerais bien. Ouais. De chiffre d'affaires en moins et on finit avec un bilan à l'équilibre. Finalement, c'est pas mal. Donc ouais. je peux dire, ça veut dire que merci, l'équipe, merci à mes salariés. D'ailleurs, il y a eu de la prime pour tout le monde à la fin de l'année. Ouais. Donc voilà, pour les remercier. Et vraiment, heureusement qu'ils ont été là. Et aussi, ça me permet d'envisager une nouvelle manière de travailler puisqu'ils n'ont pas voulu me rendre toutes mes tâches. Ah ben voilà, donc vous voyez. Donc voilà, donc certains ont pris plaisir à récupérer mes tâches. Donc j'en ai récupéré certaines, dont la partie commerciale. Mais vous allez en trouver d'autres, je suis oui, sûr. oui. Merci encore. Merci en tout cas. Merci d'avoir accepté aussi de témoigner. Merci. Et peut-être qu'on peut finir aussi cet échange sur le climat, quelque chose d'informel un peu entre vous, sur le climat actuel. On revient un peu du côté business, des affaires, sur le climat d'incertitude politique, économique, que ce soit national, international. On ne va pas faire une conférence sur la géopolitique internationale, mais comment on vit quand on est dirigeante de PME, dirigeante en l'occurrence, comment on vit ce climat d'incertitude. Ça, c'est peut-être un premier point. Et puis aussi des messages que vous voudriez faire passer, c'est le moment, en tant que dirigeante aussi. Puisqu'on voit, je trouve, personnellement, c'est un point de vue journalistique, mais que je trouve qu'il y a de plus en plus une parole patronale offensive en France, en dehors des syndicats, dont c'est le boulot d'être offensif. Mais il y avait par exemple le patron de Michelin à l'Assemblée nationale qui avait fait une sortie assez remarquée sur le niveau des charges trop élevé d'après lui et qui grevait la compétitivité de son groupe. Et on ne peut pas dire que Michelin ait une culture de la politique offensive, donc c'était pas anodin qu'un groupe comme ça prenne la parole. Dernièrement, il y a le patron de Safran qui a dit qu'il ne mettrait pas un seul euro, je le cite, dans une mairie détenue par des écologistes, suite à un problème qu'il a eu à Rennes. Ça y va, quoi, quand même, vous voyez. Donc, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que sur les normes, sur la difficulté, parfois, avec peut-être aussi des motifs d'espoir, parce qu'on n'est pas là non plus pour voir tout en noir. Donc, le climat d'incertitude, comment vous vous adaptez, et puis un message aussi par rapport à tout ça, ce climat. Je vous laisse, là c'est vraiment libre un peu pour qu'on conclue, vous pouvez échanger entre vous aussi, rebondir. Il me semblait que c'était important d'aborder ces points. Sur ce que vous dites des chefs d'entreprise qui ont commencé à prendre la parole, il y a Bernard Arnault aussi qui est d'habitude très discret et qui là a voulu un petit peu élever la voix sur 2-3 choses qui se passent et qui ne sont pas forcément très normales. Et c'est bien. Parce que c'est vrai que moi je m'aperçois depuis que je suis rentrée en France il y a presque 8 ans, que c'est vrai qu'il y a un climat dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises un peu lourd, moi tous mes confrères et dans d'autres entreprises aussi, j'ai l'impression que c'est difficile pour tout le monde d'embaucher, etc. Et un peu la sensation que c'est un peu un sujet tabou et que le dirigeant d'entreprise n'a pas trop le droit ni d'élever la voix au risque d'avoir des feux de représailles. Voilà. Donc je trouve ça bien que la parole se libère un peu sur ces points. Surtout qu'il y a plein d'enjeux. Moi, je peux parler seulement du tourisme, qui est notre spécialité. Mais si on parle de l'actualité, je pense que je vois certaines personnes avec des éventails, on souffre tous de la chaleur caniculaire. Pour nous, en tout cas, nous, dans nos entreprises, c'est un vrai sujet. On en discute parce qu'on se dit, est-ce que nos saisons, finalement, vont pas se décaler ? Donc je sais qu'après, il y a un sujet sur le tourisme 4 saisons. C'est un vrai sujet. Est-ce que quand on voit ce qu'ils prédisent en termes de température d'ici 10 ans, je ne sais pas si nos vacanciers vont continuer à venir en vacances au mois d'août chez nous. C'est une vraie question. Donc je pense qu'effectivement, si les chefs d'entreprise mettent maintenant sur le tapis des vrais sujets, et s'il peut y avoir un climat un peu apaisé pour en parler, et pas tout de suite des drapeaux de brandis, je pense que c'est une bonne chose. Et sur la loi littorale, ça vous embête, ça vous enquiquine, ça vous empêche de porter des projets? Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Il faut en profiter parce que c'est le moment de dire quelque chose. C'est un vaste sujet, la loi littorale. Je ne suis pas sûre qu'il faut que je me lance là-dessus. Oui, non.
c'est un vrai sujet. On était encore avec le maire de Vias il y a quelques semaines pour en parler. C'est un vrai sujet parce que, alors je ne veux pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est pas grave. Je ne sais pas comment cette loi littorale a été faite, à part dans un bureau, sans aller sur le terrain, très honnêtement. Alors évidemment... Par exemple, concrètement, enfin sur vous, par exemple, oui. sur nous. Ah ben sur nous, aujourd'hui, les campings, on ne peut pas s'étendre. On ne peut pas s'étendre et on nous impose, c'est quand même fou, faut me citer d'autres entreprises en France à qui on impose ça. On nous impose des dates d'ouverture, c'est-à-dire que nous, on paie nos charges à l'année, on paie des salariés à l'année, et on nous impose des dates d'ouverture pour des raisons climatiques, etc. Et on nous réduit surtout ces périodes-là, sans même nous consulter. Ça s'est passé il y a quelques années, donc c'est des vrais sujets. Merci. Mathilde, pour le... Alors ça, c'est très franco-français. On est les champions du monde des normes et de se mettre des entraves. Alors, je ne dis pas que... Moi, je prône les équilibres. Et effectivement, je pense on fait pas mal en la matière. Et quand on évolue à l'international, on s'aperçoit que malheureusement, on perd en compétitivité à bien des égards. On a des pressions qui sont énormes des marchés étrangers. Quand on fait l'export, un après-midi, on travaille sur comment on va gérer les taxes Trump, puis le lendemain matin, on se réveille, c'est un autre dénouement. Ensuite, on envoie des conteneurs complets et puis on s'aperçoit que Suez, ça ne va plus le faire. Donc on passe par l'Afrique du Sud pour essayer de rattraper de toute la zone Asie, mais c'est des surcoûts qui sont colossaux. Et là, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc en fait, quand on est chef d'entreprise aujourd'hui, eh bien, c'est de l'agilité. Et puis moi, j'appelle ça du darwinisme accéléré. Donc c'est une capacité d'adaptation qui est inouïe, voire d'un jour à l'autre. Et je pense qu'on n'a pas besoin de plus de complexité que ça. Et surtout, si les complexités, elles ne sont pas harmonisées. Je m'explique. On fait aussi du business à l'échelle européenne. Et finalement, il y a des vraies différences d'un pays à l'autre. Les harmonies, elles n'existent pas nécessairement. Par contre, je peux vous garantir qu'en France, encore une fois, on est les champions du monde de la catégorie de se mettre des entraves qui vont faire que ça va non pas fluidifier les choses, mais vraiment apporter des contraintes qui sont utiles en quoi ? Je ne reviens pas sur la fiscalité parce que là, on y passe la nuit. Par contre, mon message à moi, c'est de me dire, et peut-être mon coup de gueule, parce que voilà, faut l'avouer, on est en train de dire aux gens qu'en fait, ils vont gagner de l'argent en leur parlant de RTT, de 35 heures, de droit à la déconnexion, en passant, et j'en passe, et des meilleurs. Par contre, quand on me pose la question, mais Mathilde, comment t'as réussi ? Moi, j'ai juste un seul mot, c'est le travail. Et j'ai pas d'autre secret, en fait. Donc, sans travail, je ne sais pas comment on peut y arriver. Et je pense que quand on est entrepreneur, on a tous ce trait commun de se lever le matin, de trouver des solutions avec positivisme, voire dans des situations extrêmement catastrophiques. Mais on se réveille le matin avec agilité, avec des énergies. Et surtout, on s'occupe l'esprit avec une chose qui est fondamentale chez nous, c'est un respect pour cette valeur travail. Et je pense que tant qu'on insuffle médiatiquement que ça va le faire, qu'on peut rester chez soi pendant tout un Covid, et quoi qu'il en soit, on va être payé de la même manière. Après, c'est difficile de faire retourner les gens au travail. C'est difficile d'expliquer que finalement, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et je suis désolée de le dire, mais on est tous humains, et l'humanité, elle est ainsi faite. On est profondément actifs, on est profondément des chasseurs-cueilleurs, et c'est pas en restant chez soi de manière léthargique que ça va marcher. Donc pour moi, la valeur travail, elle est juste fondamentale, mais pour tous. Évidemment, dans les équilibres, sans excès, mais je pense qu'on peut arriver à faire des belles choses. Voilà. Merci Mathilde. Et peut-être un message, vous, sur Clélia Oliva pour Terratis, sur le parcours du combattant pour... je crois qu'il faut assurer les moustiques, c'est ça ? Et que finalement, c'est plus compliqué que d'assurer une voiture ou des locaux, quoi. Largement. En fait, c'est le parcours du combattant de l'innovation. Tu en as parlé tout à l'heure aussi par rapport au code douanier lié au vin sans alcool.
Nous, on a mis plus de 4 mois à trouver une assurance parce qu'effectivement, aucune n'avait la case moustique, élevage de moustiques. Et ça a été... au début, ça fait un peu rigoler. Et puis, 2 mois plus tard, on crée l'entreprise. Et pendant 2 mois, on ne peut pas embaucher et pas mettre les pieds dans notre local parce qu'on n'a pas d'assurance de RC Pro. Donc, heureusement, on a réussi, et grâce au réseau encore, à trouver un assureur qui nous a suivis et qui a dit non, mais c'est bon, je vais trouver comment faire. Abeille, merci encore. Et voilà, c'était joué. Mais c'est pas la seule difficulté. C'est vrai que tu parlais du sujet RH. Il y a plein de sujets, mais les conventions collectives, on tombe dans des codes hyper précis. Avec une convention collective industrie pharma, on fait du moustique. C'était le plus rapprochant parce que la métallurgie, c'était encore un peu plus éloigné. Donc, aucune mutuelle ne nous voulait. Enfin, non, mais c'était... Après, on en rigole. Mais sur le coup, on se dit, mais où je tombe ? Après, dans l'innovation, il y a d'autres contextes actuels qui obligent aussi à évoluer. Je pense que vous avez peut-être vu des annonces sur les entreprises comme Insect qui font de la production massive d'insectes. Alors forcément, même si ça n'a rien à voir avec notre domaine d'activité, ça fait de suite penser à nous. Et c'est des stratégies qu'eux ont eues en allant chercher des investissements très, très, très élevés, plusieurs centaines de millions d'euros, qu'ils ont pu avoir à une époque où c'était possible. On n'est plus du tout dans les mêmes règles du jeu. Et dans un sens, tant mieux pour moi, parce que je n'avais pas cet état d'esprit-là. Alors peut-être c'est assez féminin aussi de se dire j'y vais, mais j'ai mon plan A qui est ambitieux, mais juste ce qu'il faut. Je sais que je pourrais être plus ambitieuse encore, mais je sais que j'ai un plan B qui marchera quand même. Et je pense que ça me sauve et ça rassure les investisseurs, ça a rassuré les banques qui nous ont suivis depuis le début. Et ça nous permet de ne pas nous faire impacter par un contexte d'investissement qui n'est plus du tout le même qu'il y a 5 ans. Parfait, merci. Muriel, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Vous aviez déjà un petit peu abordé quand même les coups de gueule ou les messages sur le choix des clients. Tout à l'heure, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je partage le côté droit du travail très complexe. Une entreprise de propreté, c'est à peu près entre 85 et 90% de charges qui sont liées juste aux humains, en fait. Et c'est vrai que le contexte économique aujourd'hui, enfin même politique aujourd'hui, vient... on est dans cette espèce de dichotomie, je partage complètement. Et de fait, on se retrouve avec cette valeur travail qui est un peu amputée. Et je trouve que le Code du travail déresponsabilise complètement en fait, nos équipes. Et je me dis, à quand un fonctionnement comme au Québec, où le salarié il est co-responsable d'un certain nombre de choses devant l'équivalent des prud'hommes là-bas. Donc, j'espère, moi, que les coups de gueule des chefs d'entreprise dont on parlait tout à l'heure, il y a Bompard aussi, je crois, aujourd'hui, qui s'est exprimé aussi sur la fiscalité, tout ça. J'espère que ça pourrait aller dans ce sens-là. Oui. Et toute dernière question, quelle est la place de la femme dans les instances de gouvernance de l'entreprise et de la vie publique ? Quel constat faites-vous et aussi quel message vous voulez passer ? Mais une réponse très courte, en effet, parce qu'on doit un peu avancer. Peut-être Elsa, vous voulez prendre la parole en premier ? En fait, on ne pouvait pas ne pas poser la question. C'est quand même important. Sinon, on nous aurait engueulé après. Donc. Oui, c'est ça qui est dommage. Eh oui. C'est ça qui est dommage. Non, mais est-ce que les femmes sont à leur juste place dans les instances de gouvernance, qu'elles soient publiques ou privées ? Est-ce que les femmes y sont arrivées entre guillemets, ou est-ce que quels sont les progrès encore à faire que vous identifiez vous dans votre quotidien d'entrepreneuse ? Il y a évidemment des progrès à faire, c'est évident. Maintenant, je pense que c'est un peu aussi, et tant mieux, le siècle des femmes en ce moment. Il y a beaucoup de paroles qui se libèrent, et heureusement. Il ne faut pas non plus tomber à un moment donné dans l'autre extrême non plus. Mais non, je pense qu'évidemment, elles ont toute leur place. Il faut que ça continue. Nous, pour partager avec beaucoup de chefs d'entreprise, je crois qu'il y en a beaucoup qui aiment travailler avec des femmes pour tout un tas de qualités. De là, faire absolument pour l'équilibre, une parité, je pense que c'est clairement pas la solution. Nous, on embauche beaucoup de femmes parce que beaucoup de femmes se présentent à nous. Est-ce que c'est parce qu'on est deux dirigeantes ? Je sais pas.
Mais on apprécie du coup beaucoup travailler avec des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est finalement ce côté quota qui dessert un peu et que je trouve un peu dommage. Voilà, moi j'ai toujours essayé de faire abstraction de ce côté homme-femme et d'en faire un non-sujet. Et c'est juste ça que je trouve un peu dommage. On se demande toujours parfois un peu... Je me suis posé la question, en préparant la table ronde. Je me suis dit, est-ce que je pose la question ou pas? Et il y a un copain, il m'a dit, si, pose-la quand même. Donc je la pose, parce que je suis faible. Le quand on me l'a dit, je la pose. Le côté quota, il peut presque être un peu vexant. Mais voilà. Bon. Et rapidement un petit peu, parce qu'après il faudra qu'on passe à la deuxième table ronde, mais sur ce point quand même, rapidement, ce que vous avez à dire. Alors moi je suis assez raccord. Je pense que le fait de cocher toutes les cases et d'être femme, et du coup on vous demande d'assister ou d'arriver ou par exemple la présence médiatique, parce que vous êtes femme, on vous fait monter au créneau. Bon, ça peut être un peu dérangeant. Moi, je crois dans la diversité. Je pense homme ou femme, peu importe d'ailleurs. Je pense que c'est non-genré. Hein. Vous l'avez compris, j'arrive de Suède. Donc là, il y a 25 ans, on était déjà dans des équilibres bien plus prononcés que ce qu'on a réussi à faire en France en 2025. Pour moi, c'est pas un sujet. Je pense qu'en faire trop, non. Encore une fois, si la femme doit arriver là où elle est par sa compétence, par son, voilà, pas pour le fait qu'elle est compétente en la matière et pas parce qu'elle est femme. Donc ce côté, effectivement, quota, non. En revanche, là où il faut s'interroger, plutôt qu'absolument pousser les femmes pour avoir des parités, ce qui est encore une fois un peu blessant peut-être, eh bien, c'est de s'interroger pourquoi elles travaillent pas, elles travaillent, mais pourquoi elles sont pas arrivées au COMEX, pourquoi elles sont pas arrivées patronnes du CAC 40, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que fondamentalement, elles sont intellectuellement sous-dotées? Absolument pas, puisque le niveau d'études montre d'ailleurs qu'elles sont plutôt pas mal dotées intellectuellement, donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est sans doute de s'interroger comment elles peuvent fonctionner au quotidien en étant à la fois mère, à la fois femme chef d'entreprise. Nous, femmes chefs d'entreprise, je ne sais plus les stats exactes, mais on doit être 20% en France à diriger des PME. Voilà, on est très très peu de femmes d'entreprise, chefs d'entreprise. Mais pourquoi? Parce que si vous allez placer l'enfant en crèche, vous êtes absolument pas, vous êtes parmi une liste d'attente d'ailleurs. Et puis c'est intéressant que la maman au foyer puisse aussi placer l'enfant. Parce que pour l'enfant, c'est important qu'il soit aussi dans un milieu social où ça puisse... Mais vous voyez, comment on fait? La réalité, comment on fait? Donc, moi, je pense que tant qu'on ne s'est pas interrogé sur comment la femme peut fonctionner pour qu'elle puisse bosser ou accéder à des fonctions supérieures qui requièrent un temps de présence qui est un petit peu différent, on n'y arrivera pas. Donc, commençons par la base. Merci Mathilde. Clélia, vous me disiez que sur un accélérateur de BPI France, je ne sais plus lequel, auquel vous participiez, vous étiez je crois la seule femme, où vous étiez 2 femmes sur 40. On était 2 sur 40, 2 dirigeantes sur 40. Bon, là peut-être ça rejoint la question de la culture, domaine industriel, scientifique, non c'est ça quoi. Oui, c'est pareil. Hein. Effectivement, c'est un programme d'accélération de start-up industrielle. Alors ça va du tracteur au moustique à la cosmétique. Il n'y a pas forcément des domaines qui nécessiteraient que ce soit des plus masculins, mais effectivement 2 dirigeantes sur 40, voilà, c'est surprenant. Ouais. Voilà. Vraiment, c'était une surprise de se dire il en manque un bout. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas d'explication de votre côté là-dessus. Enfin, vous l'aviez constaté, mais sans plus, quoi. Voilà, là, il s'agissait des dirigeants. Donc 2 dirigeantes et 2 femmes qui accompagnaient les dirigeants. Donc elles faisaient partie de l'équipe de management. Mais voilà, après, dans la direction, ça restait très masculin. Voilà, pour moi, ça s'arrête au constat et à la surprise. C'est représentatif statistiquement du tissu économique. Mais Muriel, peut-être pour conclure sur cette question, et on va conclure cette table ronde très intéressante et très riche. On vous remercie encore avec vous. Alors moi, c'est un sujet sur lequel je suis très engagée, parce qu'en fait, moi, ça me fatigue de voir que les têtes de réseaux professionnels sont tenues par des hommes, qu'il y a encore cet entre-soi
d'hommes blancs, cisgenres, de plus de 50 ans. Malheureusement, et on nous cite systématiquement les quelques femmes qui sont à la tête de réseaux professionnels, et c'est toujours les 2-3 mêmes dont on nous parle, et ça montre bien qu'en fait ça reste l'exception. Et pour moi c'est un problème sociétal qui inclut aussi les hommes. C'est pas le problème des femmes en fait, c'est notre problème à tous. Et tant qu'on n'aura pas tous repositionné le rôle de chacun dans la cellule familiale notamment, et aussi tant qu'il n'y aura pas une vraie éducation sur la partie financière, économique dans le couple à la maison, et bien en fait, les femmes, on est chargées mentalement de plein d'autres choses qui font qu'on n'a pas le même temps à consacrer et pas la même énergie à consacrer à nos entreprises. Et donc, même si aujourd'hui il y a quand même une évolution, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que c'est un chemin qu'on doit faire tous ensemble. Et vraiment, merci d'aborder ce sujet. Moi, j'avoue qu'à chaque fois que je lis les indiscrétions, je compte combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes dans les indiscrétions. Je vous invite à faire de même. À chaque fois que vous ouvrez les indiscrétions ou un autre journal, comptez le nombre des uns des autres et surtout le nombre de nominations. Que je réponds pas, je suis neutre. Non, mais c'est pas forcément de votre fait s'il y a plus d'hommes ou de femmes mis en lumière, parce que on voit que les nominations à certains postes clés sont très souvent détenues par des hommes. À chaque fois qu'une femme est nommée, bien sûr qu'elle est citée. Et je trouve que ce serait un faux semblant que de... Alors, il y en a beaucoup où ces derniers temps, il y avait autant d'hommes que de femmes d'ailleurs, ces dernières semaines. Mais en tout cas, à la une. Et j'espère que c'est pas fait exprès. Bravo. Je réponds pas. Mais c'est un peu de vrai mystère aussi, quand même. que je trouve que c'est mieux de faire la justesse du monde économique plutôt que de mettre en avant des femmes pour des choses qui mériteraient pas de faire un sujet, en fait. Bon, je précise pour conclure que si on vous a choisi entre guillemets, mais bon, c'est un choix quand même parce qu'il y en a plein d'autres de dirigeants passionnants, mais vous étiez passionnante ce soir. C'est pour vos caractères aussi et vos parcours, hein, et accessoirement aussi parce que vous êtes des femmes, mais c'est peut-être pas la première raison, quoi. Et je tiens vraiment à le dire, c'est sincère en plus, parce qu'on se connaît depuis longtemps, depuis des années. J'ai écrit des tonnes d'articles, donc je savais que vous auriez plein de choses à dire aussi. Donc merci à toutes les quatre, on peut les applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Je vous invite à vous rapprocher du rebord de la scène, pas trop près non plus, mais sur le rebord, parce qu'il y a le photographe, on ne le voit pas trop, mais il est au milieu, donc il va vous prendre en photo. Et en même temps, voilà. Oui, on peut rappeler qu'en effet, qu'on va retrouver tous leurs témoignages et les photos dès ce 7 juillet dans les indiscrétions, les fameuses, puis dans le webzine également, qui est dédié à la soirée et qui est à venir courant juillet.